et à covoiturer. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Radio Classique 8h43, c'est l'heure d'Esprit Libre, avec un incident de séance, si j'ose dire, puisque Jean-François Colosimo, qui devait être avec nous aujourd'hui, est retardé, bloqué par les tracteurs et les agriculteurs qui sont dessus et qui manifestent aux alentours de l'Assemblée nationale. Donc une pensée pour Jean-François Colosimo et un super lot de consolation, si j'ose dire, puisque Pascal Perrineau est resté avec nous et va accompagner Cécile Cornudet dans cette séquence exceptionnelle d'Esprit Libre avec Pascal. Et donc Cécile, merci à tous les deux d'être là. J'aimerais qu'on commence justement avec cette révolte paysanne, agricole, qui s'enquiste dans le débat politique français. Comment l'interprétez-vous, Cécile ? Et surtout, je vois les politiques, c'est la même phrase partout. Je comprends les agriculteurs, je comprends les agriculteurs. Moi, je comprends la démagogie aussi. Et surtout, ils savent pas quoi faire. Emmanuel Macron a voté contre le Mercosur, mais on voit bien que ça suffit pas parce que le mal est beaucoup plus profond. Donc comment on revitalise, c'est surtout la filière bovine en ce moment qui est particulièrement atteinte. Mais il faudrait vraiment tout revoir à zéro et peut-être même aussi faire des efforts de compétitivité parce qu'on veut garder une agriculture pure et parfaite en France, mais on est extrêmement concurrencé, y compris en Europe. On n'a pas besoin d'aller chercher l'Argentine pour être vraiment concurrencé. Donc il y a un vrai problème de fond et il y a une telle empathie des Français à l'égard des agriculteurs que le politique n'ose pas les affronter. Et l'autre problème, c'est qu'il n'y a plus d'interlocuteurs. C'est l'exemple typique, l'agriculture, où la base dépasse complètement les organisations. Donc vous avez le RN qui infiltre la coordination rurale, la FNSEA qui est dépassée par la coordination rurale et qui essaye de lui courir après, sa base qu'elle ne tient plus du tout. Donc on a un gouvernement qui n'a pas vraiment un début d'idée pour régler le problème et qui en plus n'a pas d'interlocuteur. Pascal Perrineau, le retour sur la présence serpent de mer, si j'ose dire, des agriculteurs dans le débat politique depuis des mois et des mois, à cause du Mercosur, mais pas seulement. Que dit le politologue ? Si vous voulez, la crise est ancienne. Et le problème, c'est que autant la Ve République, lorsqu'elle avait été portée sur les fonds baptismaux, avait mis en place une grande politique agricole autour d'un remarquable ministre de l'Agriculture qui s'appelait Edgar Pisani, autant on a l'impression aujourd'hui que cette politique agricole n'est plus pensée et que c'est une politique agricole qui se fait au fil de l'eau et qui n'a plus, il faut le reconnaître, et Cécile Cornudet disait une chose essentielle, qui n'a plus un interlocuteur. Avant, l'agriculture était co-gérée par le ministère de l'Agriculture et la FNSEA. Aujourd'hui, la représentation est complètement éclatée et donc il n'y a plus ce partenaire pour co-construire de manière forte une véritable alternative agricole en France. Et puis il y a, si vous voulez, la France est restée, alors que bien sûr elle a connu une urbanisation gigantesque, elle est restée dans son inconscient collectif un pays rural. Nous avons tous, à une ou deux générations, des parents qui ont été agriculteurs ou ont vécu à la campagne, et les Français soutiennent de manière systématique tous les mouvements de mobilisation agricole. Pascal, c'est presque incroyable. En 1980, le secteur industriel, c'est 20% du PIB en France. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Ça fait pas du tout verser une larme aux Français, qui s'en moquent éperdument, sauf en y réfléchissant. Et ce que vous dites, c'est pour le secteur agricole, qui représente beaucoup moins, il y a une vraie tendresse et un soutien politique, disons les choses. Ah, bien sûr. Et quelle que soit, j'allais dire, la sensibilité. Ça va de la gauche à la droite. Bien sûr, la droite est plus interpellée, parce que les agriculteurs, pour de multiples raisons, sont plus proches de la droite. Mais ce qui est très nouveau, quand vous regardez l'évolution du comportement électoral des agriculteurs sur la longue période, c'est qu'après avoir été très fidèles derrière les formations issues du gaullisme ou du néo-gaullisme et de la démocratie chrétienne, vous avez maintenant une dérive extrêmement importante vers le Rassemblement national. Pas du tout vers Reconquête, mais vers le Rassemblement national. Et là, pour une droite qui n'a plus de base populaire, elle n'a plus de base populaire en milieu ouvrier,
en milieu employé et maintenant en milieu paysan. Ça fait beaucoup pour la reconstruction de la droite. J'aimerais qu'on parle de toute autre chose, c'est cette menace, entre guillemets, de dissolution avancée ce week-end par Sébastien Lecornu comme un remède à une éventuelle menace de censure du Parlement, censure du budget. Comment avez-vous vécu cet épisode, Cécile Cornudet? C'était une affaire sérieuse qu'il demande au ministère de l'Intérieur d'étudier l'organisation des élections municipales en même temps que l'organisation d'élections législatives anticipées. C'est une menace grossière, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'abord, c'est très étonnant que ce soit le Premier ministre qui la brandisse, parce qu'on sait que c'est une prérogative du président de la République. Et en gros, très vite, on a compris que ça n'était qu'une menace en l'air, donc une menace pour rien, juste pour faire peur. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que fait l'exécutif depuis 3 mois à l'Assemblée ? En renonçant à la réforme des retraites, en augmentant les impôts, en faisant tout ce qu'Emmanuel Macron, en défaisant tout ce qu'Emmanuel Macron a fait pendant 8 ans, on évite juste le risque de dissolution. Évidemment, Emmanuel Macron ne veut pas de la dissolution parce que d'abord ça réveille le spectre de celle de 2024 complètement raté, mais en plus, si elle échoue, il n'a plus d'autre solution, c'est le dernier bouton avant son départ. Donc évidemment, il fait tout pour ne pas la faire, il lâche toute sa politique et là maintenant, ils viennent brandir le fait qu'il y en aurait une. Donc ça a fait flop en réalité parce que personne n'y a cru et que ça est paru comme une grosse ficelle. Surtout que cette idée de dissolution, enfin, elle vient de Sébastien Lecornu, ce qui, d'un point de vue constitutionnel, on va pas faire du droit constitutionnel, mais c'est un privilège du président. Donc on n'a jamais vu, enfin je crois, de mémoire, un Premier ministre évoquer la dissolution. Elle serait contre-productive pour tout le monde, Pascal Perrineau, si elle intervenait dans les semaines qui viennent? Pour tout le monde, non, pas forcément, parce que vous avez à l'heure actuelle, quand on regarde les intentions de vote législatives en cas de dissolution, vous avez un Rassemblement national qui est extrêmement à un très très haut niveau et qui certainement accroît très sa présence à l'Assemblée nationale. Donc ça serait le Rassemblement national qui en effet pourrait bénéficier au premier chef de cette dissolution. Mais vous avez vu aussi que l'autre extrême, en l'occurrence LFI, dit pourquoi pas, chiche, allons-y, parce que eux, en effet, sont très sensibles au rééquilibrage qui est peut-être à l'œuvre au sein de la gauche entre le courant réformiste du Parti socialiste et de Glucksmann et le courant plus radical que LFI représente. Donc pour l'instant, on a l'impression qu'étant donné l'état de colère du pays, ce serait, dans le cadre d'une dissolution, les partis extrêmes qui en profiteraient avant tout, avec ce qui n'est pas impossible, une quasi-disparition du parti macroniste. Ça n'est pas du tout impossible. Quand on regarde les intentions de vote, LR ferait de la résistance, le PS ferait de la résistance, mais le parti macroniste serait extrêmement mal parti. Donc on aurait un président qui, pour la fin de son mandat, j'allais dire, n'aurait plus aucun garde-fou autour de lui. Donc la probabilité qu'il y en ait une, elle est proche de 0. Elle est proche de 0. J'aimerais qu'on finisse avec la façon dont l'Iran s'est invité ou pas dans le débat politique français. Alors certains accusent les autres de ne pas soutenir suffisamment la révolte des révoltés en Iran. D'autres expliquent qu'il faut pas soutenir parce que c'est pas la bonne révolte, c'est pas le bon héritier putatif du pouvoir des mollahs ou en l'espèce le fils du Shah d'Iran n'est pas le bon candidat parce qu'évidemment il est soutenu par Israël. Alors là, des diabolisations immédiates. Que vous inspire la poursuite des clivages français à travers la vision de cette révolte iranienne? Des responsables politiques très très mal à l'aise. C'est vrai que la France a tardivement et finalement assez faiblement condamné l'horrible répression aveugle qui accourt en ce moment. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a un tel tourbillon international que la faute de quart, on le voit, se fait très très vite. On l'a vu sur le Venezuela avec Emmanuel Macron. Et puis on a quand même encore des otages. Ils devaient être libérés. Ils sont libérés, mais ils étaient toujours en Iran. Ils devaient arriver en France en janvier. Le moindre faux pas risque de compromettre ça. Donc ça paralyse un petit peu le pouvoir sur cette question. Pascal Perrineau. Moi, ce qui me frappe une fois de plus, en termes de mobilisation, comme on dit, c'est l'indignation sélective.
Vous avez en effet des dossiers sur lesquels des partis, par exemple comme la France Insoumise, sont prêts à battre le pavé parisien et le pavé de toutes les grandes villes à peu près tous les jours. Et puis vous avez des dossiers sur lesquels, voilà, il n'y a aucune mobilisation, parce qu'on condamne du bout des lèvres la répression effrayante apparemment qui se déroule sur le territoire iranien, mais de là à aller manifester, vous voyez, pas du tout, parce que en effet, ça n'est pas considéré comme le bon combat, parce que c'est parti du bazar, qui était qui a une sociologie plutôt conservatrice. Ça n'a pas l'aspect plus émancipé qu'ont eu les révoltes précédentes. Mais là, cette fois-ci, c'est une véritable révolte du peuple iranien. Donc il y a toujours, indépendamment des prudences internationales sur lesquelles assistait Cécile Cornudet, il y a cette indignation collective qui, à chaque fois, je ne suis pas naïf, mais me surprend et me déçoit énormément. Surtout quand Israël a quand même eu une action sur les réseaux sociaux pour pousser à la révolte, et donc personne en France ne veut se lier à un mouvement comme ça. Mes amis, je vous remercie, en particulier à Pascal Perrineau qui a fait des heures supplémentaires, dont je rappelle le livre qui a reçu le prix du livre politique il y a 2 ans. Ça s'appelle toujours Le goût de la politique, paru chez Odile Jacob. Et je remercie évidemment Cécile Cornudet. Je remercie les auditeurs de Radio Classique qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, si j'en crois les mesures d'audience de Médiamétrie, plus 19% d'auditeurs par rapport à l'année dernière, plus 24% sur l'application Radio Classique, ce qui nous permet de dépasser le 1 million d'auditeurs cumulés en fin de journée. Et ça, c'est une raison d'écouter le Messie de Handel.